Et donc pour moi, voilà, d'exister par ma propre marque, entre guillemets, et pas être dépendant d'un médium, parce qu'il y a cette frustration quand t'es journaliste, qu'en fait, personne n'est dupe, hein, c'est pas toi qui les intéresse, c'est ton média, de passer dans ton émission, et très souvent, derrière les gens, des potes que j'avais entrepreneurs me disaient « Ah bah tiens, je suis allé chez toi, bon, t'étais pas là, mais voilà, il y avait Fred Simotel, il y avait François Sorel, et puis bon, ça faisait la blague, parce qu'ils sont aussi bons que moi, et que voilà, ils posaient les bonnes questions, et puis au final, le message passe, quoi. Et 2015 ne ressemble pas du tout à 2021. 2021, voilà, ça s'est fini, enfin, ça se termine, voilà, ça se termine pas, mais bon, c'est l'année 2021, en feu d'artifice, où tu vois, t'as des mois où t'as plusieurs licornes, tu dis, waouh, ok, là, on y est. Et des gens bien avisés l'ont vu, enfin, vous l'avez prédit, hein, tu vois, effectivement, des Niel, son bras droit, donc, qui était à la tête de Kima, Beribi, je l'avais eu, tu vois, il y a quelques années en visio, parce qu'il était déjà parti en Israël. Il m'a dit, tu sais, vous avez juste quelques années de retard, hein, sur Israël. Et l'idée, c'est de juste, voilà, quel message je viens délivrer et se détendre. C'est-à-dire que le matin même ou la veille, tu te dis, ah, putain, je vais à BFM, je vais à Europe, à France Info, je sais pas quoi, c'est le stress. Oh, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Est-ce que et puis tout le monde va m'écouter? Faut pas que je me chie dessus, etc. Non. Tu vas détente, parce que de toute façon, on parlera que de toi. On veut juste tirer le meilleur de toi-même, comprendre ce que tu viens nous dire. Donc si t'as à peu près, tu vois, ton truc est clair, il n'y a pas de souci. Parce que la communauté est clé, parce que l'entraide nous possède, on a décidé de mettre en lumière tous ces visionnaires. Bienvenue dans le podcast Build a City for Good de Daphne. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Build a City for Good. Aujourd'hui, nous recevons le journaliste préféré des entrepreneurs. Il a reçu plus de 1500 entrepreneurs dans son émission quotidienne, car il était journaliste et présentateur de Tech & Co depuis 2015 sur BFM Business. Vous avez sûrement tous déjà entendu sa voix et déjà vu ses interviews. Si vous vous intéressez un tout petit peu à l'écosystème tech, en tout cas depuis 2015, il reçoit les entrepreneurs qui font l'actu, mais pas que. Et on va vérifier tout à l'heure déjà avec un petit quiz, on verra, Sébastien, si tu te souviens de toutes les boîtes que tu as rencontrées, enfin de certaines en tout cas. Du coup, j'ai dit son prénom, c'est Sébastien Coinon, bien entendu. Salut Sébastien. Hello, bonjour à tous les deux. Bonjour Sébastien. Merci de me recevoir chez Daphne, je connaissais pas, donc très sympa. Eh ben, écoute, merci à toi de prendre le temps. Bon, depuis quelques mois, on a suivi un peu et tu as quitté l'aventure BFM. Où tu officiais depuis 18 ans. Ouais, au sein du groupe, 18 ans, ouais. Voilà, ouais, donc j'ai dit... T'as pas dit de bêtises, non? Non, c'est bon. Jusque-là, tout va bien. On va en savoir plus un petit peu sur les next steps, comment ça s'est passé. Comme à mon habitude, je suis en duo avec un membre de l'équipe de Daphne, et aujourd'hui, c'est Pierre-Éric, bien sûr que vous connaissez aussi. Bonjour à tous. Salut Pierre-Éric. Heureux, qui m'accompagne du coup pour une petite demi-heure avec Sébastien. On est parti. Sébastien, est-ce que tu peux nous dire un petit peu déjà comment ça va aujourd'hui? Qui es-tu? Comment vas-tu? Écoute, je vais très bien. C'est la fin de l'été. Vous êtes très sympa. Il y a de l'eau, il y a du gel, tout va bien. Il y a de la couleur. Les bureaux sont colorés. C'est vrai qu'il y a plein de couleurs chez Daphne. Et écoute, est-ce que, avant de commencer quand même et de reparler de tout ton parcours, ouais. Déjà, on est très content parce qu'aujourd'hui, on est en train d'interviewer l'intervieweur. Donc, tu passes de l'autre côté. On est à front renversé, là. C'est l'inverse. Vous allez être sympa, hein. Vous n'avez pas de questions. Bon, on va essayer de t'interrompre à peu près toutes les 10 secondes. Donc Parce que moi, j'avais l'air intelligent. Enfin, j'espérais avoir l'air intelligent en posant des questions pas trop bêtes. Mais souvent, je m'étais dit, putain, j'aimerais pas être à la place du gars ou de la fille en face de moi. Non, mais tu nous diras aussi, parce que ça, c'est une question qu'on dit avec Pell, comment vous faites, vous les journalistes, pour interrompre de manière plutôt parfois bien, hein, plutôt bien fait? Alors moi, je suis un expert là-dedans, donc je peux t'en parler. Et bon, alors quand tu dis oui, l'intervieweur préféré, t'es quand même très sympa avec moi. Mais sur le côté expert pour couper les gens, là, je revendique. Et c'est pour donner du rythme. Diplôme. Quel est l'objectif? C'est de donner du rythme ou c'est de pousser les gens dans leur retranchement? Bah, ouais. C'est les deux, t'as raison. En fait, si tu veux, tu cours toujours dans les médias, enfin les médias classiques news comme BFM. Donc
tu as toujours ce hard stop, et donc au-dessus de ton invité, tu as la fameuse cloque et qui clignote au bout de X minutes. Donc généralement, tu as un timing moyen, c'est entre 5 et 7 minutes pour un invité. Tu es allé aussi en radio-télé, Pierrick, tu vois ce que c'est. Donc 5-7 minutes, pour certains, c'est très très long. Mais pour beaucoup de gens qui sont smart, qui ont des choses à dire, généralement, ils n'arrivent pas les mains vides, ils ont un truc un message à détailler, etc. Ça va super vite. Donc si tu laisses la personne parler, et le pire, c'est les politiques, t'es mort. C'est-à-dire que t'invites un Cédrico, n'importe qui, en 2 questions, c'est torché, quoi. Et là, tu te dis, mais en fait, c'est lui qui a fait son truc, son show, et moi, j'ai juste servi à remettre 1 euro dans la machine et dire merci d'être venu. C'est vrai. Donc, il faut couper. Et donc, ta deuxième explication est excellente. Donc, tu vois, tu pourrais me remplacer sans problème. C'est que, au-delà du rythme, tu sais à peu près où tu veux aller, où tu veux emmener, même si tu peux avoir des surprises, etc. au fil de l'interview. Mais du coup, c'est comme une valse, un tango. Si toi, tu sais mener, tu vas pas attendre que ta partenaire t'apprenne des choses. Tu y vas, et puis tu donnes. Et alors, quels sont les conseils que tu te donnerais aux interviewés ? Parce que tu vois, on nous dit souvent, finalement, il faut avoir un seul message. C'est un bon conseil, ouais. Écoute, un message, 1 ou 2, pas beaucoup plus, sur une interview de 10-20 minutes, ou dans la presse écrite, ça marche aussi, et pas se faire une montagne. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'être forcément média traîné, média coaché, en tout cas pas forcément par des gens dits experts en cela, et qui facturent pour cela. Donc tu peux le faire en interne avec, ton bras droit, DIRCOM, CMO, ce qu'on veut, ou avec ton meilleur pote, ta femme. Et l'idée, c'est de quel message je viens délivrer, et se détendre. C'est-à-dire que le matin même ou la veille, tu te dis, putain, je vais à BFM, je vais à Europe, à France Info, je sais pas quoi, c'est le stress. Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi ? Est-ce que et puis tout le monde va m'écouter, faut pas que je me chie dessus, etc. Non. Tu y vas détente, parce que de toute façon, on parlera que de toi. Et si tu es un entrepreneur, normalement, on parle d'un entrepreneur, tu vois, je vais pas donner un conseil à un politique ou quoi, mais je suis pas dans la crise. Mais on vient pas te coincer. Et toi, dans les antennes où j'étais, BFM, etc., on est plutôt business friendly, on est bienveillant, donc on veut juste tirer le meilleur de toi-même, comprendre ce que tu viens nous dire. Donc si tu as à peu près, ton truc est clair, il y a pas de souci. Ouais, c'est facile à dire. On a le même objectif. C'est très facile à dire quand tu es de l'autre côté pendant 18 ans et que tu arrives sur des plateaux comme ça. Mais ce qui me fait peur, c'est la question vacharde, tu vois, où c'est le truc, merde, j'avais pas prévu. Elle me demande, pourquoi t'aimes le chocolat ? Mince, c'est vrai, j'aime le chocolat, mais je ne sais pas pourquoi. Et donc je vais bafouiller, ça me fait peur. Non, en fait. Oui. Déjà, c'est comme dans la vie, donc tu peux chercher tes mots, tu peux bafouiller un petit peu, c'est pas grave. C'est que de la radio, que de la télé. On n'est pas en train d'écrire, tu vois, de faire un film avec une seule prise. Non. Donc déjà, on se détend, et puis c'est pas grave. Ça peut être sérieux, tu vois, si c'est une annonce importante, ça peut être sérieux, mais c'est pas grave. C'est comme l'argent, c'est sérieux, mais c'est pas grave. Donc voilà, quoi. On revient sur qui tu es, parce qu'après on a tellement de questions, mais on va essayer de t'interrompre quand même. Vas-y. Ouais. N'hésitez surtout pas, parce qu'en plus vous allez savoir quand est-ce que je commence à être chiant et à me répéter. Alors quand on est à la place, on se rend pas forcément compte. Il va finir par prendre l'antenne, Pelle. Non, Sébastien, aujourd'hui, c'est pas toi. Tu réponds à nos questions. Alors, on a cherché un peu des infos sur toi, on n'en a pas trouvé beaucoup. On connaît un peu ton parcours professionnel, mais on voudrait juste savoir qui est Sébastien en fait aussi, au-delà du journaliste très connu et brillant qu'on connaît tous. Je suis un Français moyen, j'ai envie de dire, tu vois, par là d'où viennent mes parents, issus de Bretagne, qui n'étaient pas un Breton déjà, ni prof, ni ni avec des professions libérales qui gagnent des 1000 et des 100. Et même mes parents me disaient, tu vois, journaliste, non, il y en a pas dans la famille, donc n'essaie pas, quoi, tu vois. Donc bon, je les ai pas écoutés. Je sais pas si j'ai bien fait. Et donc voilà, un gars assez modeste. J'ai fait du droit, justement pour rassurer mes parents, parce que à 15 ans, je voulais déjà être journaliste. Je voulais être animateur radio, pour être très honnête. Et puis donc t'as interviewé Lewis et Noah, c'est ça ? Ce sont les deux qui t'ont inspiré pour devenir journaliste. Ils m'ont inspiré. Ouais, j'ai lu ça. Je sais pas si c'est exact. Mais... T'as bien retenu. Ouais, je sais pas où t'as vu ça, ou c'est moi qui te l'ai raconté lors d'une soirée éméchée, parce que j'en fais pas beaucoup des soirées dans la French Tech, donc. Mais oui, effectivement. Yannick Noah.
Et Carl Lewis. Yannick Non. Noah, ouais. Alors, c'est pas le même À jour, mais 15 Yannick ans Noah, capitaine, ouais, oui, les deux, je vais avoir 15-16 ans, ouais. Et, oui, j'en ai 42, donc ça nous rajeunit pas, mais ça fait partie des premières personnalités, entre guillemets, que j'ai eu, Alors, Carl Lewis, je l'ai bien foiré parce que j'ai jamais eu la bande. Et donc c'était déjà au numérique et donc je deal avec son manager, c'était au Stade Charletti ou je sais plus quoi. Je deal une interview, le manager bof pourquoi pas, et pendant 10 minutes je travaille au corps, il finit par me dire oui. Donc là j'ai 5 minutes Carl Lewis, même pas 2 minutes 30 et en fait j'ai oublié d'enlever la pause sur l'enregistreur. Et donc, et quand je me rends compte, je lui dis merci, clac, j'appuie, et là, ça déclenche seulement l'enregistrement, j'étais dingue. Bref. Et Yannick Noah, non, c'était dans les coulisses de Roland Garros, tu et vois. c'est toi qui viens de nous dire match. qu'il faut pas être intimidé, rester naturel, avoir confiance en soi. Ouais, mais je suis un grand timide, moi. Je vous l'ai dit ça. Enfin, c'est Aurélie en l'occurrence qui l'a dit. Non, Yannick Noah, c'est très drôle. Donc là, je me lançais, donc, dès 15 ans, en fait, je suis journaliste, entre guillemets, en mode Tintin reporter. Je suis dans un centre qui s'appelle Interclub 17, dans le 17e. À la rue de Lévis, tout ça. Et donc, on était encadré par des gens de RFI à l'époque. Et il m'envoie sur Roland Garros. On va dire, trouve-nous un son sympa, j'en sais rien, un joueur, n'importe qui. Ok, donc comment je vais faire? Et à un moment donné, donc je vois un attroupement, tu vois, devant une porte fermée comme ça. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Des confrères, des futurs confrères, tu vois, des gens qui avaient 25-30 ans, voire beaucoup plus, d'RTL, Europe 1, TF1. Il dit, Yannick est là-dedans, il y a tel joueur qui a joué cet après-midi, etc. Et là, il va nous faire un bilan de l'équipe de France. Et il a dit, je prends un gars, basta. Okay. Et donc on attend 5, 10, 15, 20 minutes. Le mec, il nous fait croire qu'il est bienveillant. Je parle de Noah. En fait, il veut un mec, basta. Non, mais il en avait marre, tu vois. Fin de journée, les Français avaient dû perdre, comme d'habitude, le mental, je sais pas quoi, etc. Et donc là, il sort. Et donc tout le monde fait Yannick, pour le 18h d'RTL, pour le 20h de TF1, pour je sais pas quoi, machin. Et il me fait, toi, là, chez moi, c'est Paris Jeune FM. C'est la radio pour et par les jeunes. Sur 95.2 à l'époque. C'était le samedi, tu vois. Donc en plus, c'était diffusé 4 jours après. Enfin, aucun rapport. Donc t'es avec 15 ans devant lui. Et là, oui, j'ai 15 ans et demi, un truc comme ça. Et il me dit, tiens, très bien, les jeunes, parfait. Et il me fait venir, donc, et je me retrouve dans 20 minutes comme ça. Il me prend 20 minutes dans un couloir enfermé, derrière cette porte close et tout. Et donc voilà, on a papoté. Bref, donc c'était un de mes premiers coups. J'étais content. Et donc c'est comme ça que j'ai appris mon métier effectivement, et j'ai fait à peu près donc toute la bande FM, de près ou de loin. C'est-à-dire j'ai fait du 95.2, du Fréquence Paris Pluriel, alors quand je dis j'ai fait, c'est-à-dire que soit j'ai juste visité, comme je visite Daphne aujourd'hui, parce qu'un animateur avait la gentillesse, tu vois, de m'accueillir, de me dire tiens voilà les potards, comment ça marche, les jingles, les machins. Donc ça, c'était, c'est donc du Fun Radio, l'ancêtre de RTL, ça s'appelait M40 à l'époque. Donc ça pouvait être le soir, j'avais fait la dernière à l'époque, j'avais, 13-14 ans, de Maurice, je sais pas si vous vous rappelez. Maurice, donc, qui était d'abord sur WeFM, il a fini sur Skyrock, et moi j'ai fait sa dernière sur Skyrock, donc j'ai fait en direct tous ces jingles, je lisais, donc il y a des gens qui m'encourageaient, parce que je disais, je veux être journaliste, Maurice, et c'était un grand type, à moto, enfin non, pas très grand d'ailleurs, avec une grosse moto et qui insultait ses auditeurs, qui va là, je te prie, etc. Et les gens racontaient leur life jusqu'à 2-3 heures du matin. C'était un type complètement déjanté. Et donc moi, j'ai fait sa dernière. Je faisais les jingles en direct. Et j'avais dit que je voulais journaliste, donc il commençait à me challenger. Il y a combien de journaux en France, patati patata. Et donc il y a des gens qui m'encourageaient. Je crois qu'il y avait encore le Minitel à l'époque. C'était le début d'Internet, mais bref. Et il y a des gens qui m'encourageaient, mais il y en avait un sur 10 qui m'insultait, etc. Et il disait que les messages méchants. Pour me déstabiliser, quoi. Donc voilà, c'est drôle. Bon, bref, et donc j'ai fait toute cette bande FM, tu vois, d'une manière ou d'une autre. Mais tu nous parles que de ta vie. Attends, moi j'essaie de t'interrompre là. Oui. Ma vie d'ado. Tu nous parles que de tu nous parles de ta vie journalistique, mais finalement, quelles sont tes aspérités en dehors du journalisme? Parce que nous, quand on voit des entrepreneurs, finalement, on s'intéresse autant à leurs projets, à leur idée, à la genèse de leur projet. Écoute, mais tu vois, souvent, finalement, ce qui nous interpelle le plus, c'est qui ils sont et quelles sont les aspérités, leur aspérité en dehors de c'est pour ça que vous n'avez pas trouvé grand-chose, parce qu'en fait, j'ai fait de la radio. Tu fais du sport, tu fais de la musique. Ouais, je fais un peu de vélo. Il chante bien, apparemment. J'écoute beaucoup de musique, j'écoute maintenant des podcasts, mais en fait, j'ai fait de ma passion, mon métier. Et du coup, en fait, ça te prend beaucoup de temps. Donc parce tu vis que pour ça. Ouais, t'écoutes tous les autres. Tu vois, moi, je me rappelle de Stéphane Soumier quand c'était mon boss. C'était le seul, je pense, qui écoutait au moins autant que moi, voire un peu plus quand il a été directeur sur la fin de son mandat, on va dire. Mais sinon, mes collègues, ils écoutaient, dans toutes les boîtes que j'ai fait, ils écoutaient très peu leur radio, ils regardaient très peu leur télé.
Voilà. Et moi, avant d'arriver de bosser, si tu veux, j'avais déjà écouté 3-4 heures mes collègues du matin, etc. Je me droguais à ça pour apprendre, parce que t'aimes l'info aussi, donc tu lis beaucoup, tu lis Le Monde, tu lis les Échos, tu lis tout. Et tu penses quoi de l'info aujourd'hui? Parce que finalement, on est sur des temps tellement courts. Est-ce que t'as pas la frustration de jamais aller d'aller au fond des choses? Écoute, si toi tu veux en tant qu'auditeur, lecteur, aller au fond des choses, aujourd'hui t'as pléthore de trucs, tu vois. Donc t'as du Arte, t'as du, Le Monde diplomatique, t'as tout ce que tu veux. T'as des hebdos, des billes, billes mensuels, des machins, il y a tout. Après, moi typiquement, tu vois, j'ai beau être journaliste, ça fait des années que j'ai débranché toutes les notifications. Parce que t'en peux plus, quoi. Toutes les 3 secondes, t'apprends que là, il s'est passé ceci, il s'est passé cela, un tel a dit ci, enfin, tu pètes un câble, quoi. Donc oui, il y a beaucoup trop d'infos. Et d'ailleurs, la course à l'échalote, moi, si tu veux, je l'ai vécu très tôt. Tu vois, je suis rentré sur le marché du travail début des années 2000. Et donc, même pendant que je faisais mes études, puisque j'ai fait 5 ans de droit avant d'être journaliste. Et comme je vous ai dit, donc je voulais pas être juriste, mais bon, voilà, j'avais ce background, comme j'aurais pu faire Sciences Po, tu vois, je sais pas quoi d'histoire. Et là, j'ai vu, si tu veux, la violence déjà, on était déjà ubérisés, nous, à l'époque. L'expression n'existait pas, mais les journaux gratuits, tu vois, les 20 minutes, Bolloré qui investissait là-dedans, Schibsted avec d'autres, etc. Et donc, entre ça et à l'époque c'était Yahoo, mais Google a fait pareil très rapidement, les Google News, machin, à un moment donné, ça veut dire course à l'échalote, ça veut dire l'info n'a plus vraiment de valeur, donc c'est la façon dont tu vas la traiter qui va aujourd'hui. Et quels sont les nouveaux formats qui te plaisent, là, tu vois, entre les... Alors, écoute, j'ai pas forcément de pif. Je me suis complètement planté avec Clubhouse en début d'année. Mais en fait, j'étais aveuglé par mon parcours perso puisque je venais de quitter Altis, Fanex Radio avec BFM. Et donc moi, si tu veux, ça me faisait une période, un sas de décompression. C'était un peu ma salle de shoot, si tu veux. J'avais ma petite dose, je faisais parfois 1 ou 2 Clubhouse par jour. Et quand tu as fait effectivement 2 heures d'antenne, 2-3 heures d'antenne par jour pendant près de 20 ans, du jour au lendemain, si il n'y a plus de micro, c'est un peu déstabilisant. Donc je m'y attendais, mais comme Clubhouse est arrivé en ce moment-là en France, et donc bref, pour moi, nouveau média, j'y ai cru. Et là, de fait, c'est un flop, il n'y a plus personne, en tout cas en France. Mais ça, j'adore. Le podcast, il y a eu des vrais faux départs. Là, j'ai l'impression que ça démarre vraiment. Depuis 2-3 ans. Ça existait, tu vois, déjà depuis belle lurette. Et nous, les médias classiques, mainstream, on y était, mais en fait, on l'a pris dans le mauvais bout, puisque du coup, on mettait tous nos flux, si tu veux, comme font ça, RTL et compagnie, juste avec on appelle ça un bleu, un jaune à l'époque, quand on était à la bande magnétique, en gros, donc tu coupes le début, tu prends la fin, basta. En fait, non, ce qui marche maintenant, on le voit avec les Échos, avec d'autres, c'est des trucs natifs, effectivement, faits... pour et par, enfin tu vois, pour le podcast, quoi. Pas... Tu connais le podcast d'Aurélie ou pas? Est-ce que tu es allé jusqu'au bout de ta recherche? Tu connais Nat et Véro? Nat et Véro? Non, parce que j'ai un autre podcast, mais c'est drôle d'en parler ici. Moi. Ouais. Et oui, j'interviewe sinon des hommes sur les relations amoureuses. Incroyable. Il faut que je vais sur l'amour. Ça, ouais. Donc, j'ai cru que tu allais dire que tu allais venir. Écoute et après tu vois. Écoute, pourquoi c'est chaud? C'est olé olé ou quoi? Non, pas du tout. C'est vraiment pourquoi Nat et Véro? 2 femmes. Tu vois, on va repartir. 2 femmes qui voulaient comprendre les hommes sur tous les sujets de l'amour. D'accord. Et donc on a interviewé 50 invités. Pas mal. Et c'est super, mais c'est pas du tout. Et tout est en ligne, ça y est, ou pas? Tout est en ligne. Ok. Ça n'intéresse pas du tout les auditeurs tech qui nous écoutent. C'est pas grave, tu fais la promo de ton podcast, ça marche comme ça. Ouais, allez-y. En tout cas, promis, moi je vais aller. On a tous l'écouter, ça touche tout le monde. C'est vrai, ça s'appelle l'amour et tout. Ça touche tout le monde, donc c'est vrai que c'est un podcast thème qui intéresse universel. quand même tout le monde. Allez, voilà. Mais moi j'ai une question pour en revenir à la tech et surtout à toi. Donc j'ai appris quand même que tu étais timide et je me dis quand même en t'ayant regardé plusieurs fois comment un journaliste qui a fait 18 ans à la télé ou autre peut être timide en fait. Comment vous arrivez à... Je sais pas, c'est peut-être ça qui m'animait. Bon, tu sais, il y a eu des grands timides, des Bruno Mazur, etc. étaient très timides, je crois, de mémoire. Mais c'est-à-dire qu'au moment où vous passez à l'antenne, parce que à la fin, tu vas quand même nous faire, parce que pareil, vous avez un flow quand vous parlez. C'était Thibaut de Back Market. On revient tout de suite après avec un nouvel entrepreneur. Tout ça. Il y a quand même un jeu de rôle qui est, pour moi, c'est pas quelqu'un de timide, quoi, qui arrive à jouer comme ça avec les mots. Ça, c'est des tics de langage, même. Et moi, j'essayais d'en avoir le moins possible. Souvent, les gens, d'ailleurs, me disaient, c'est marrant, t'es comme dans la vraie vie, quoi. Ils me trouvaient naturel. Et pour moi, c'était un compliment parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de tics dans ce métier-là et c'est
Bon, pas forcément pour moi, enfin, c'est pas forcément une bonne chose. Pour répondre à ta question, peut-être que je suis devenu journaliste / animateur pour vaincre ça et pour me prouver que je pouvais le faire. Mais oui, j'étais un grand timide jusqu'à tard, jusqu'à, je sais pas, 10-15 ans. Tu vois, j'avais même des oncles dans ma famille qui me faisaient peur. Tu vois, je baissais les yeux quand je les entendais parler un peu fort, etc. Donc j'étais... Voilà. Mais après, si tu veux, quand t'es tout seul dans un studio, dans un studio télé, etc., ou radio, tu t'es concentré. Tu te concentres. Tu as Pierre-Éric face à toi, Aurélie, un tel. Tu veux tirer le meilleur de lui-même, passer un bon moment, en te disant si moi je m'éclate, les gens qui m'écoutent derrière vont s'éclater, vont apprendre et roule ma poule. Et tu dis je m'éclate. Et en ayant interviewé 1500 entrepreneurs, j'imagine que tu as rencontré des gens hyper inspirants. T'as jamais eu l'envie finalement plus tôt de te remettre en cause, de changer de vie et de lancer un projet beaucoup plus entrepreneurial? Parce que là, c'est ce que t'es en train de faire. Je suis pas devenu, mais je suis pas entrepreneur au sens propre du terme. Je vais sur d'autres aventures qui sont en train de se créer. Je fais un peu de consulting aussi, on en parlera si vous voulez tout à l'heure. Mais et puis même moi j'étais auto-entrepreneur depuis des années, mais bon en gros je vendais la marque Sébastien Coignon. Mais est-ce que tu es ressorti d'une interview comme nous on peut l'être parfois quand on rencontre des entrepreneurs, totalement retourné en disant putain les mecs ils ont une vision, ils sont porteurs d'un projet qui est hyper disruptif, hyper innovant, hyper inspirant, et je veux faire la même chose. Alors leur faire la même chose, non. Je vais te répondre à ça. En revanche, parfois où le truc t'excitait tellement, j'en sais rien. Moi, j'ai un exemple, mais je pense qu'il y en a eu des dizaines voilà. Un Quentin Sagnier, tu vois, au début, milieu de Vialet, quand il te raconte tiens telle ou telle star, j'en sais rien, de hip-hop, on a commandé 5 pour sa villa à LA, machin. Waouh, moi j'ai jamais voulu partir en start-up. Mais là, tu te dis, putain, être au cœur de l'aventure, vivre ça, l'ouverture, tu vois, j'en sais rien, d'un magasin à Hong Kong, machin, semaine prochaine. Oui. Mais après, alors, pour répondre là, vraiment sur le point, est-ce que ça t'a pas donné envie, toi, et ça t'a pas inspiré pour passer et franchir le Rubicon? Alors là, pas du tout, au contraire, j'ai envie de te dire. C'est-à-dire que moi, je suis tellement, mais comme vous, j'imagine, entrepreneur addict, que je veux pas me fixer sur un mec, une nana. J'ai envie de rencontrer plein, et c'est parce que ils sont bluffants. Alors pas tous, mais de plus en plus, et ils sont de plus en plus bluffants. Je pense que vous serez d'accord avec moi là-dessus. Que ça me renvoie à ce que je suis, à ce dont je suis capable, à ce dont je ne suis pas capable. Et donc je ne suis pas branché comme eux, je ne suis pas câblé comme ces gens-là. J'ai pas leur parcours, j'ai pas leur niaque très souvent. Et j'aurais abandonné sûrement 10 fois, 15 fois avant qu'ils arrivent, eux. Voilà. Donc, et quel changement t'as vu s'opérer dans justement le profil de ces entrepreneurs? T'en vois depuis quand même quelques années. Moi, je suis arrivé sur le tard par rapport à vous, tu vois, sur la tech en 2015, parce que j'ai fait effectivement 6 saisons. Non, mais c'est la prise de risque, non? Parce que finalement, tu dis, je suis timide, j'ai pas confiance en moi, tu vois, j'ai l'impression que le fil conducteur, c'est que notre génération, je suis un peu plus vieux, peut-être. c'est que finalement, on était éduqués, et les codes n'étaient pas ceux de l'entrepreneuriat, c'était de rentrer dans des schémas établis beaucoup moins risqués. Alors maintenant, il y a plus de frontières, c'est-à-dire que je pense que le risque est reconnu, l'échec est reconnu, ce qui fait que la jeune génération, elle a beaucoup plus d'ambition, elle a beaucoup moins peur. Et elle va beaucoup plus vite. Et comme elle est très sophistiquée, on a l'écosystème qu'on a aujourd'hui qui est exceptionnel. Ouais, je suis ton constat et je le partage complètement. Elle est décomplexée, débridée. Elle se pose beaucoup moins de questions. Et c'est très bien, c'est super. Ça nous fait des super boîtes. Donc pour répondre à Aurélie, ce que tu me demandais, vous l'avez vu chez Daphne aussi forcément. Hein. Puis vous-même, vous avez évolué en 5-6 ans. Mais 2015, j'arrive quelque part un peu en fin de cycle avec Tech & Co. Donc c'est la génération, tu vois, des marques que vous connaissez chez vous, Simoncini, Niel, etc., qui eux, ça y est, ont réussi, ont créé des empires, etc. Et arrive donc cette nouvelle génération qui est déjà un peu en place depuis quelques années, mais elle accélère à ce moment-là. Donc c'est Ludovic avec Sigfox, c'est évidemment Frédéric, blabla, etc. Et donc tous ces gens-là qui sont, on va dire, entre 35 et 50 ans,
vont inspirer, étaient déjà en train d'inspirer la génération d'après, on va dire la génération Y, là, les jeunes trentenaires maintenant. Et moi, pour le coup, j'étais aux premières loges, donc là, je les ai vus, tu vois, les Alan et compagnie. Mais c'est les rôles modèles, à l'instar de ce qu'on a aux US avec des PayPal Mafia et compagnie. Ouais, exactement. Ils les ont inspirés, et pour le coup, c'est des gens qui aujourd'hui, c'est ça qui me fascine. Tu leur dis licorne, ils font ouais, ok, et next. Enfin, next, moi je pense Beauchevau 1 ou voire 2 0 de plus, qui, contrairement à leur grand cousin ou tu vois parrain, enfin qui ont 5-10 ans de plus qu'eux, ont sûrement dit non 1 fois, 2 fois, 10 fois à un petit chèque qu'on leur a mis sous le nez de plusieurs dizaines, voire centaines de millions d'euros, ce qui n'arrivait quasiment, vraiment, on peut le dire, jamais avant. Et pour le coup, là, pareil, moi sûrement j'en serais incapable, tu vois. Et donc, et ça, pour le coup, moi je l'ai vu. Et c'est fascinant. Et tu le vois, ça se déroule sous tes yeux. Et 2015 ne ressemble pas du tout à 2021. 2021, voilà, ça s'est fini. Ça se termine, voilà, ça se termine pas, mais moi, c'est l'année 2021 en feu d'artifice où tu vois, t'as des mois où t'as plusieurs licornes. Tu dis waouh, ok, là, on y est. Et des gens bien avisés l'ont vu. Vous l'avez prédit, hein, tu vois, effectivement des Niel, son bras droit, donc qui était à la tête de Kima Beribi, je l'avais eu, tu vois, il y a quelques années en visio parce qu'il était déjà parti en Israël. Il m'a dit, tu sais, vous avez juste quelques années de retard sur Israël, et vous allez voir, ça va dépoter, ça va être un truc de mal. Lui, il les voyait parce qu'il avait mis les tickets. Ça va être un truc de, ça va être incroyable. Et ça dépote. Hein, on le voit, nous, chez Daphne, ça dépote. Le portfolio Daphne se porte bien. On n'arrête pas. Là, on a plein de... Après, nous, comme on a connu tous les cycles, on est hyper contents et effectivement, on voit que les succès se dessinent. Après, il faut garder la tête froide et puis on reste convaincu que voilà, il faut continuer de travailler, il faut continuer de faire progresser l'écosystème. Mais tous les ingrédients sont réunis, donc c'est une période incroyable. Question horrible pour Davy, c'est quoi les trois plus belles boîtes de Daphne? À date, là. Il a pris l'antenne, hein. Là, il ça y est. Ils se sont rendus compte de rien, là. Là, en fait, si tu parles en termes de valorisation aujourd'hui... Non, pour toi, comme ça, à froid, pas forcément. Si pour toi, son critère, c'est la valo, elles sont toutes exceptionnelles parce qu'elles ont toutes été montées par des entrepreneurs. Et déjà, tu vois, on a un énorme respect pour les entrepreneurs, donc on peut pas en privilégier... une plutôt que l'autre. Et après, en termes de valo, tout le monde sait qu'on est dans le back market, qu'on est l'investisseur initial de back market, qui est l'énorme succès qu'on connaît et la croissance continue. Pour nous, la question, c'est de savoir quelles sont les perspectives de liquidité, à quel horizon, parce que tout ça est nouveau. On a beau dire, il y a eu des licornes, il y a eu des licornes, mais il n'y en a pas beaucoup qui sont liquides. Tu vois, il y a tous les noms qu'on cite à chaque fois, finalement, et très peu ont réussi à aller jusqu'à la fin du cycle et à rendre liquides leurs investisseurs. Bien sûr. Et donc, nous, on est dans cette réflexion-là de savoir à quel moment on va sortir, quelles sont les perspectives de liquidité. Est-ce que c'est le Nasdaq? Est-ce que c'est des acquisitions? Et c'est là où on a encore une étape à franchir pour atteindre les niveaux d'un Spotify, d'un Adyen. Parce que c'est ça, l'écosystème européen, aujourd'hui, les gros succès, c'est ça. Bien sûr. Mais ça a permis à des fonds comme Creandum ou Northzone de faire des multiples de, je crois que c'est autour de 10, 15 sur leurs fonds. Magnifique. Ouais. Et ça, c'est aux US, il y a déjà des exemples de fonds qui ont obtenu ce type de retour sur investissement. En Europe et en France, ça va être nouveau. Ouais, c'est nouveau, clairement. Et back market, oui, elle est magnifique, c'est clair. Je me rappelle, tu dois le savoir aussi, il y a 2-3 ans, je leur avais remis un Tech for Good Award. Ah oui. Et bon. Mais elle est magnifique à plein d'égards, parce qu'elle est magnifique, parce qu'elle a un taux de croissance, elle a un succès, mais elle a créé un nouveau modèle, elle a créé des nouveaux usages et un nouveau service qui entre dans notre thèse d'investissement autour de la Tech for Good que tu décris. C'est un boulevard, quoi. Voilà, et on fait bouger les lignes. On évangélise le marché du reconditionnement et finalement maintenant le reconditionnement est dans tous les esprits, c'est plus un sujet d'acheter du reconditionné. Ouais. Or, il y a quelques années, avant que Back Market se lance, c'était le cas, tu vois. Donc on a aussi cette fierté de dire à notre petite échelle, on arrive à faire bouger les lignes pour essayer de rendre le monde un peu meilleur, ou en tout cas de le laisser moins pire entre guillemets que celui que l'actuel, quoi. Ah ouais. D'ailleurs, t'avais même, tu sais que c'est pendant 3 ans, t'as remercié et t'as rewardé 3 compagnies de chez Daphne. C'est qui les 2 autres? Give
la plateforme de très don bien. d'objets. Ouais, j'adore ça. Ouais. L'année d'avant, donc il y a eu Back Market Give et cette année Zouv, le vélo. Bien sûr. Ouais. Donc Zouf, c'est l'ancien fondateur de Eric Carrel. Eric Carrel Withings, ouais. Tout à Withings, fait. ouais. En fait, on essaie d'être cohérent entre notre stratégie d'investissement et les investissements qu'on fait, et toi, tu valides avec tes awards. Voilà. Enfin, moi, j'avais un jury, hein, c'était pas moi qui les validais. Non, mais, je plaisante. Mais j'étais fier, effectivement, de leur remettre ces prix. Hein. Il y en a eu plein d'autres, des Ecovadis et tout. Enfin, c'est des boîtes qui sont pas forcément encore très connues d'ailleurs, mais qui sont très, très crédibles sur leur segment et qui vont exploser. Et on avait une question quand même, parce que BFM, c'est quand même un peu aussi le Graal. Genre, tous les entrepreneurs veulent passer sur BFM. C'est quand même un marqueur. BFM Business, attention. Business, ouais, c'est vrai toi, tu fais bien la différence, mais il y a tellement de gens. Mais bon, volontairement, il y a eu tellement de BFM, si tu veux. Il y a peut-être 15 ou 20 marques aujourd'hui avec BFM que plus personne ne comprend rien. Même en interne. C'est quand même un marqueur de réussite pour les entrepreneurs de dire, bon, j'ai eu BFM. Ouais. Non, mais en toute humilité. Oui, comme les Échos. En gros, tu voulais faire les Échos en papier, TechCrunch sur Internet, et puis montrer ta pomme ou être sur le BFM pour radio-télé, quoi. Et ça fait quoi, du coup, comment on se sent quand même? Non, mais en tant que journaliste, ça veut peu de toi quand tu dis dedans, tout le monde, entre guillemets, rêve de ouais. passer sur BFM, tout le monde demande, tous les attachés de presse se disputent pour avoir de la place sur ton émission. Bah, nous, on était à 2, hein, on avait un écosystème, et en full-time job sur Tech & Co, on était 2 depuis 2015. Alors, j'en ai eu plusieurs producteurs et tous très bons les uns que les autres, mais voilà, quand t'as une journée qui fait 24 heures et que t'as 200-300 mails, tu vois, bonjour Sébastien, bonjour machin, on voudrait qu'un tel passe chez vous parce que il doit annoncer ceci, cela. C'était très compliqué. Souvent, on pensait qu'on prenait les gens de haut à pas répondre. C'est juste qu'on n'avait pas le temps physiquement pour ne serait-ce qu'accuser réception, tu vois, du mail et dire, désolé, mais on reste en contact. Et comment on arrive à passer sur BFM? Comment on arrive à attirer l'attention de Sébastien Coinon à l'époque? Bah écoute, tu sais, maintenant les canaux pour trouver des gens. Moi, je répondais plus au téléphone depuis bien longtemps. Les mails, j'avais activé, tu sais, pêle-mêle de Outlook, de Microsoft. Donc ça, c'est horrible pour les gens qui te connaissent pas parce que du coup, l'algo fait que tu n'atterris pas dans la boîte mail en fait, et comme dans un spam. Du coup, c'est toi qui choisissais est-ce que tu avais 7 à 8 rendez-vous par jour? Ouais, c'est toi qui les choisissais tout. Mon producteur, donc qui préparait l'émission avec moi, m'en proposait une bonne partie, je validais, etc. Et puis une bonne partie, oui, c'est l'essentiel, on va dire, c'était quand même moi qui les faisais venir d'une manière ou d'une autre. Mais les demandes entrantes, évidemment qu'on les regarde, parce que t'as toujours des belles surprises, et puis tu rates des trucs. Parfois, t'es pas au taquet, t'as raté un truc. Comme nous, en fait, on fait le même métier. C'est ça. On est sollicité, et on aimerait pouvoir soutenir tout le monde, et malheureusement, il faut faire des choix. Ouais, bien sûr. On parle de ton actualité et de ton futur. Oui, carrément, ouais. Carrément. Qu'est-ce qui se passe du coup? On a vu ton podcast, donc Tu l'as vu ou tu l'as écouté? Non, il y a pas grand-chose à voir. Tech 45. Non, on a vu le lancement de ton podcast Tech 45, où tu interviews un peu tous ces gens que tu avais rencontrés à la télé, hein, tous ces entrepreneurs qui t'inspirent. J'essaie de varier et de faire des gens que vous connaissez pas quand même. Moins. Ouais. Oh, on connaît beaucoup de monde. On rate peu de gens, non, Pelle? Je pense qu'on rate peu d'entrepreneurs. Mais vous avez vu qui j'ai invité ou pas? Donc j'ai fait Bertin Naoum qui avait revendu MedTech, qui s'est relancé. Ouais. Ah, il s'est relancé? Ouais, il s'est relancé il y a 3 ans déjà. Mais bon, il est sous le radar encore. Et d'ailleurs, aucun fonds français n'est dedans, je crois. Non, mais nous, on avait failli investir quand on avait un fonds dans la robotique de service. Mais il a un vrai discours sur l'investissement en France. Il avait choisi d'entrer en bourse à la place. Tu sais, il a coté MedTech. 2016, je me rappelle. Ouais. Écoute, donc j'étais à son IPO. On le raconte dans le podcast. J'étais à son IPO et t'as l'impression d'avoir, comme souvent, hein, c'est une première condition par définition, un lapin pris dans les phares. Tu vois, les mecs se demandent un peu ce qu'ils foutent là. Mais même si lui c'était un choix assumé, etc. Il me l'a dit derrière. Non, là je viens de faire Nicolas Julia de Sorar. C'est complètement dingue. Tu vois, c'est du jamais vu en France, quoi. Forcément, vous en avez entendu parler. Donc, les NFT, cette espèce de carte Panini réinventée, la 4.0. Et c'est vrai qu'ils sont que 20 dans la société. Ouais, ils étaient 11 il y a 4 mois. Là, ils sont une petite vingtaine. Ils viennent d'ébaucher la DRH de Lyft, qui était derrière nous quand on enregistrait le podcast. Et ils sont dans un coworking, tu vois, pas très loin d'ici, tu vois, à 5-6 minutes des bureaux de Daphne. Et c'est incroyable. C'est incroyable. Tu vois, ils vont faire 200 millions de volume d'affaires en 2021. Ils ont signé 200 clubs. Incroyable. Donc, à travers ce podcast, tu refais l'exercice que tu faisais en TV pendant
18 ans. Et on est. Sauf que, à ceci près que tu vois, ça s'appelle Tech 45. Donc je passe 45 minutes avec les gens en one-to-one. Et c'est cool aussi. Tu les interromps moins. Je les interromps un petit peu moins. T'as raison. Et c'est cool, c'est sympa aussi. C'est génial, c'est du luxe. Et j'en fais un par semaine. Ouais. J'en faisais une demi-douzaine par jour, et là j'en fais un par semaine. Donc déjà tu choisis. T'as un vrai échange qui se crée, c'est dingue. Donc ça j'adore, et c'est du contenu, donc tu vois, il n'y a pas de modèle économique, il y a déjà 2-3 contacts, tu vois, pour le sponsoriser, machin, mais c'est pas le but. D'ailleurs c'est marrant parce que j'écoute tout le monde, j'écoute tous les podcasts en France, et pas que dans la tech, les podcasts aux US. Alors aux US c'est incroyable, ils peuvent te faire des intros de 5-6 minutes, où tu as de la pub pendant 3 minutes, dans la voix de l'encore, donc c'est des trucs incroyables que moi je me verrais pas du tout faire, mais c'est bien, je me tiens au courant. Et donc voilà. Et donc l'idée c'est que je conseille aussi des boîtes depuis quelques mois, donc tu vois, je passe un peu de l'autre côté du miroir pour répondre à votre question, et l'investissement aussi Mtiti, donc voilà, je parle avec des gens dans votre secteur. L'idée c'est toujours pareil, de garder le contact avec ces entrepreneurs, et plus qu'un contact, c'est-à-dire que c'est pas aller boire un café, c'est comment je peux t'aider, comment je peux te conseiller sur ton nom, sur ta strat, sur pourquoi pas même des embauches ici ou là via des relations. Et la com aussi, parce que bon, ça j'en connais un petit rayon depuis quelques années sur qu'est-ce qu'on dit, comment on le dit, où on le dit, à quel moment on prend la parole, tu vois. Ouais. Donc voilà. Et on peut pas en savoir plus, tu dévoileras rien sur... Parce qu'on imagine bien que le podcast, ça sert aussi. C'est comme vous, ça peut être un outil d'influence, un de ces quatre, c'est non, clair. Mais tu vas pas gagner ta vie avec le sponsoring qui viendra. Non, mais moi, c'était hyper important pour moi. Tu vois, au-delà de ça, franchement, on en rigole, mais parce que quand tu as été dans un média en BD, moi, tu vois, je vous ai dit, j'ai fait toute la bande FM, et je suis rentré par Altis, enfin, Next-Radio à l'époque, via RMC, pour la matinale de Jean-Jacques Bourdin, j'étais reporter. Et donc, si tu veux, donc après BFM TV, j'ai participé à la création pendant des années, je suis resté jusqu'en 2017, je crois, de mémoire, et BFM Business surtout. BFM, pour moi, c'était le BFM canal historique, donc les entrepreneurs, les marchés, parce que j'ai fait pas mal d'émissions avant. J'avais fait une émission sur la bourse après la chute de Lehman Brothers. J'avais lancé Green Business en 2007 sur le développement durable. Donc à l'époque, on n'était pas nombreux à s'intéresser à ça, l'ESG, l'ISR, etc. Donc ça, c'est un truc qui me tient à cœur. Tu vois, quand tu me dis tiens, qu'est-ce qui t'intéresse, il y a aussi des thématiques, mais toujours via quand même le canal média, création de contenu. Et donc pour moi, voilà, d'exister par ma propre marque, entre guillemets, et pas être dépendant d'un médium, parce qu'il y a cette frustration quand t'es journaliste, qu'en fait, personne n'est dupe, c'est pas toi qui les intéresse, c'est ton média, de passer dans ton émission. Et très souvent, d'ailleurs, les gens, des potes que j'avais entrepreneurs me disaient, ah bah tiens, je suis allé chez toi, bon, t'étais pas là, mais voilà, il y avait Fred Simotel, il y avait François Sorel, et puis bon, ça faisait la blague, parce qu'ils sont aussi bons que moi, et que voilà, ils posaient les bonnes questions, et puis au final, le message passe, quoi. Donc là, voilà, c'est ma petite niche, c'est mon petit truc, c'est hyper intéressant. Moi, personne m'attend, donc pour l'instant, tu vois, j'ai les tout petits métriques, je suis pas du tout dans les podcasts les plus écoutés. Mais j'en fais pas non plus la promo, donc faut que je m'y mette, faut que je fasse une newsletter, faut que j'apprenne à me vendre aussi. Donc j'apprends plein de trucs, je monte, en plus je fais tout ça avec mes petits doigts bousinés, donc je fais tout de A à Z. Ouais, j'étais très étonnée. Quand tu viens de la radio quand même, bon, c'est les minimums, tu vois. Moi je suis né là-dedans, donc il y a 25 ans, donc c'est pas. Non, mais je me suis dit que t'allais faire le job de t'asseoir et de faire l'interview que tu maîtrises, mais après de la monter. Ouais, c'est pas très très compliqué. Puis de toute façon on monte rien, c'est comme vous, c'est-à-dire que c'est dans les conditions du direct, on dit on y va, et sauf si tu vois il y a un panneau, un truc qui tombe, et là on coupe, mais sinon il y a rien à faire. C'est dans les conditions du direct, il y a rien. C'est ça qui est top dans le podcast, c'est naturel, c'est ce que les gens aiment d'ailleurs. Ils veulent pas un truc tu vois, préformaté, préparé, téléphoné, non, surtout pas. Et les podcasts qui t'inspirent là, t'as des modèles ou pas? Écoute, finalement, il n'y a pas tellement de règles pour l'instant. Non, ça part un peu dans tous les sens, t'as raison. Il y a des gens qui s'en foutent de la qualité sonore. Moi, la mienne, il faut que je travaille encore, et je m'en excuse à ceux qui me le font remarquer de temps en temps sur, il y a du souffle, tout le monde n'a pas le même niveau de son, etc. J'écoute, tu vois, ceux qui marchent bien, la story des Échos, j'écoute, Investisseur 4.0, j'écoute, donc, ce qui a trait au business, à l'argent, et puis mes mentors entre guillemets, c'est des gens d'ailleurs avec qui on va bosser d'une manière ou d'une autre, tu vois, des Mathieu Stéphanie, Génération Do It Yourself, les grosses makers, des gens comme ça. J'écoute, puis les grands podcasts américains, tu vois, sur le business, sur les trucs un peu inspirants, machin, je me les farde tous, voilà.
Et dernière question, aucun regret. J'imagine que quand on sort, tu vois, il n'y a pas eu un moment donné où tu t'es dit c'est bizarre. Alors, tu as eu le podcast qui te tient quand même en lien avec tout le monde. Il n'y a pas un truc un peu bizarre qui se passe quand tu quittes BFM? Ah bah jamais. Quand tu pivotes comme ça, il faut jamais regretter. Non, surtout pas. Non, ou petit pas de regret, mais tu te sens pas un peu genre moins. Regarde Aurélie, t'étais chez Rothschild, t'es chez Daphne. Voilà. Non, mais il n'y a pas ce truc où, mince, comme tu dis, j'étais intéressant parce que j'étais sur BFM Business, et là, j'intéresse moins. Tu reçois, t'as raison, tu te sens, tu reçois 10 fois moins d'appels, 100 fois moins de mails. Mais bon, ceux qui t'écrivent, bah voilà, tu sais pourquoi, et généralement c'est les bons, quoi. Tu vois, c'est les bons, et tu fais plus vite le tri, etc. Et puis bah tu te sors un peu les doigts aussi, c'est-à-dire que c'est toi aussi qui vas aller les chercher, tu vas mouiller un petit peu ta chemise. Franchement, non, je regretterais surtout pas. Et puis de toute façon, c'était une décision mûrement réfléchie. Hein. Tu sais, quand t'as 18 ans dans une boîte, t'as eu le temps de, tu vois, de retourner 3 fois la langue dans ta bouche. Donc non, ça va, il y a pas de souci de ce côté-là. Content de faire partie des meilleurs qui continuent à te suivre et qui veulent en savoir plus en tout cas, et qui continuent à te contacter justement pour que tu viennes enregistrer. Bah écoute, ceux qui veulent passer chez vous ou chez moi, ils nous trouvent, ils savent comment, hein, LinkedIn, Twitter et compagnie. Donc nos auditeurs, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour toi? Ils peuvent t'écouter, donc ton podcast. Ah bah faut s'abonner. Ils s'abonnent à Tech45. On le fait même pas pour nous ce teaser là. Il faut. Alors Mathieu Stéphanie le fait très très bien, ça. Il fait sa promo, moi je sais pas faire moi ça. Demande à Sébastien de le faire pour nous. Donc, tu pourras le reprendre en jingle. Non mais moi je le reprends. Moi j'ai envie que les auditeurs, là on parle de Sébastien qui s'abonne à Tech45. S'ils nous écoutent, ça veut dire qu'ils se sont déjà abonnés à nous. Donc, comment on peut t'aider? Est-ce que c'est le moment d'ailleurs, s'ils ont des problèmes de com? Est-ce que t'as de la bande passante? Oui, j'ai toujours de la bande passante pour les trucs intéressants. On n'hésite pas à m'appeler, mais moi, c'est vous. Moi, j'ai besoin de vous. Mon prochain invité, donc, moi, c'était Back Market, mais bon, je les connais bien. Ils sont, pour le coup, ils sont pas sous le radar. Mais citez-moi quelqu'un, une nana, un mec, que vous connaissez bien, qui a déjà fait, qui a un peu d'épaisseur, mais qu'on voit pas tous les 4 matins. Tu vois, c'est pas Céline Lazorte ou Fleur Pellerin, quelqu'un qu'il faut interviewer. Alors, vous avez reçu une super nana là avant moi, une ancienne tenniswoman. Alice Duranto. Voilà, Alice que j'ai écoutée avec beaucoup de plaisir cet été. Mais citez-moi quelqu'un qu'il faut que j'invite, tu vois, sur le prochain podcast. De votre portfolio. Non, mais il y en a plein. Mais tu sais, il y a Sébastien Fabre là, qui lance Agua Blanca, le service va être bientôt ouvert. Ancien CEO de Vestiaire Collective, on l'a moins vu. Or, il a une histoire incroyable. Ouais, c'est vrai. Après, t'as des jeunes entrepreneurs, toi, Upcycle, qui valorisent les déchets issus de la production alimentaire. C'est un truc de fou. T'as quasiment 50% des fruits et légumes qui sont produits qui terminent en déchets. Qu'est-ce qu'on a? Enfin, tous nos entrepreneurs sont inspirants. Jean-Noël Guyot de Mémobank, tu vois, il fait une néobanque. Ça marche bien ou pas alors? Ça marche super bien. Il part d'une feuille blanche, il prend son bâton de pèlerin pour obtenir l'agrément bancaire. Ça fait 50 ans qu'il n'y avait pas eu une nouvelle banque, il a réussi à le faire. Et pareil, on le voit pas tous les jours. Mais il est un peu sous le radar là. Mais tu vois, il bosse quoi. Enfin, c'est une bonne idée. Je l'avais plus en tête, Jean-Daniel. C'est super ce qu'il a fait jusqu'à maintenant, et j'imagine que Mémobank ça va cartonner aussi. Donc, après, il y a des deals. On vient d'annoncer Mojo. On a un deal qui est pas annoncé avec une super entrepreneuse. Alors là, pour le coup, vas-y, c'est le moment, annonce-le. Non, personne. Les gens ne la connaissent pas, mais elle est exceptionnelle. Mais d'ailleurs, elle a fait un podcast ce matin, qui a été enregistré ce matin. D'accord. Donc, on va bientôt annoncer. On a fait un deal dans l'immobilier qui n'a pas été annoncé avec un binôme pareil qu'on connaît pas, mais la boîte, on est arrivé, ils étaient 5, ils sont 120 en 8 mois. Donc boîte à suivre. Ouais, ça se cale bien. Ok. Donc voilà. Mais t'as plein d'idées, d'accord. Ça marche. N'hésite pas à nous solliciter. Ouais. Mais c'est vrai que pas dans le portefeuille des gens que vous avez rencontrés dernièrement et qui sont. Non, mais je réfléchis aussi qui j'aurais vu passer moi aussi, mais je suis moins dans les rendez-vous. Il y en a plein. Non, mais attends, il y en a plein. Mais c'est pour ça que je vous ai demandé pas 10, tu vois. Un, c'est la personne. À la limite, l'entrepreneuse dont on te parle, qui n'a pas encore annoncé, elle a un super profil. Et elle a fait très très peu de podcasts. Bon. Donc, on la fera venir. Super. Tu pourras la faire venir dès qu'on te fait une intro, dès que. Je prends la main. Ouais. Et même Sébastien, il est super. Bon, Vestiaire-Co, mais Sébastien ancien. Fabre, ok. Je note. Ouais. Ok. Super, mais c'est pas un first founder. C'est une autre génération, mais c'est mais ça, je toujours m'en fous. Moi, j'ai intéressant. pas de religion, vous l'avez compris. Hein. Moi,
Tu vois, j'ai commencé avec Yuka. Alors Yuka, c'est génial, mais ça crache pas. Tu vois, c'est pas non plus. C'est énorme en audience, mais rappelez-vous, ils ont levé quelques centaines de milliers d'euros. Et Julie, elle te dit, j'ai pas encore tout tiré, même j'ai quasiment encore tout en banque. Tu vois, donc et ils sont 11, hein, et c'est les 11 de départ. Hein. Donc bon, tu vois, j'ai pas de soucis. Et enfin, on finit par nos 4 questions. Oula, j'ai peur. C'est pour avoir un peu des infos là, ta série TV ou ton bouquin que t'as lu l'été ou la série que t'as bingé cet été. J'ai le truc d'Amazon là, Perfect Strangers là. Vous avez pas vu ça? Bon, ça vient de sortir il y a 15 jours, 3 semaines. C'est bien barré avec Nicole Kidman. Voilà, jetez un œil. Bon, il y a que 5-6 épisodes pour l'instant. Et un bouquin. Je suis encore sur le dernier Obama. Je vais commencer du Romain Gary. Là, je pars dans tous les sens. J'ai pas de bouquin inspirant ou Personne n'a lu la biographie de Tapi. J'ose pas le dire, mais. Et alors, elle est bien? Mais ouais. Bah, bon, je sais pas. Moi, j'adore les biographies, quoi. Mais surtout d'hommes comme ça. Tu vois, je suis pas un grand fan de foot. Tu parlais d'entrepreneur. En fait, tu vois, il a eu. Je pense son image a été assez différente en fonction des périodes. Et en fait, il a été hyper inspirant pour la génération dont tu parlais. On a beau nier parce qu'il a une forte personnalité, parce qu'il a fait de la politique, parce qu'il a fait plein d'autres trucs. Mais n'empêche que t'avais pas d'entrepreneur, t'avais pas de Marc, de Niel, de grands gens de ce monde il y a 30 ans. Et finalement, c'était lui qui mettait en avant l'entrepreneuriat. Donc moi, au final, même si on peut me moquer, c'est un mec que je respecte vachement parce que il a plein de fans, hein, bien sûr. Oui. Et puis même, il a fait la promotion de l'entrepreneuriat là où c'était pas obligatoirement dans les codes à l'époque. Ah oui, complètement. Après, c'est vrai que moi, si tu veux, je retiens ça. T'as son image médiatique, enfin ça, oui. Mais comme pour moi, il a fait tellement de trucs, tu vois, en passant par la case prison de mémoire, et du coup, ça. Plus que de mémoire, on s'en rappelle tous maintenant. Et ça, en fait, oui, brouillé. Tu as politique, tac, justice, machin. Mais oui, t'as complètement raison. Et ne serait-ce que si, tu vois, enfin, si ça a permis à des milliers de gens de se lancer, même à un, tu vois, évidemment, il mérite sa bio et. Bah ouais, ça retrace un peu sa vie, ça montre un peu son caractère aussi. Incroyable. Parce c'est incroyable, bien sûr. Ouais, et donc moi, j'ai trouvé ça assez inspirant. Mais même si je valide pas tout le personnage. Et il a peur de rien, lui. Non. Belle, tu veux poser la 3e? Alors, comment gère-t-on sa journée quand on a une émission de 20 à 22 heures? Eh ben, moi j'amène mes enfants, enfin j'amenais mes enfants à l'école. Et après, bah tu fais tes mails. Et puis gentiment, tu vois, soit tu te fais un déj business. Et généralement, je faisais venir les gens au boulot. Bon, ça c'était pré-Covid. Et après, après t'attaques, tu vois, à 13h30, 14h, t'attaques. Tu fais toutes tes interviews. Alors tu fais celle du soir. Bon, plus tu t'approches de l'heure fatidique, plus tu fais celle du soir. Mais sinon, en arrivant, tu humes un peu l'ambiance, tu regardes ce qu'il y a pour le lendemain, pour la semaine d'après, tu as les gros coups. Et puis après, tu fais l'émission du jour. Et moi, les gens souvent étaient stupéfaits parce que je connaissais tout le monde, ou à peu près. Et ils me disaient, c'est marrant, on te voit jamais dans les soirées. Tu vois, évidemment, moi, j'étais invité à tous les, je sais pas quoi, les pots, les après-pots, les machins, les anniversaires. Je dis, mais non, je peux pas. Je suis à l'antenne et puis après, je vais rentrer chez moi. Enfin, tu vois, je vais pas aller à minuit sortir. En plus, t'as 40 piges, j'ai des enfants, je me lève le matin, tu vois. Et donc, les gens, ils me disent, comment tu fais pour te connaître tout le monde? Et bon, c'est pratique, effectivement, quand je trichais un peu, quand les gens t'appellent et viennent à toi, t'as pas besoin de réseauter, quoi. Ouais. Voilà. Ça, maintenant, j'ai dormi, mais pour le coup, là, même. Voilà. C'était avant, ça. T'es pas venu à nos 5 ans, là. On a fêté nos 5 ans, on t'avait invité. Mais j'ai rien fait. Là, depuis 6 ans. C'était il y a une semaine. Oui. Ah, là, j'ai foiré, là. Allez, les 6, je serai en tête de gondole pour les 6 ans. Et foire pas sur la prochaine question parce qu'elle est hyper orientée. Et en fait, c'est étonnant que ce soit toi qui la poses, Aurélie. Parce que si tu devais vivre autre part qu'à Paris, où est-ce que tu irais? Oui. Pourquoi c'est orienté? Aurélie, elle va t'expliquer. Elle a une nouvelle vie. Un épisode de challenge. T'as pas lu Changer de vie. Le dernier, là, non? J'étais abonné, là, quand j'étais à BFM. Mais là, Aurélie est dedans, elle témoigne. J'ai changé de vie. Je suis entre Aix-en-Provence et Marseille. D'où ce bronzage et Paris. Impeccable. Écoute, tu retournerais en Bretagne ou pas? Ah, mais j'ai jamais vécu là-bas, moi.
Ah, t'es né c'est là-bas? mes parents. Oui. Moi, je Oui, suis mais né à t'es- Clichy-la-Garenne, dans les Hauts-de-Seine. Ah, Mais donc je suis un t'es pas poulbeau, j'ai breton. vécu 25 ans à Montmartre. Non, je suis breton de sang et j'y vais tous les ans. J'étais, tu vois, à Saint-Malo-d'Inard cet été. Mais Il y non, avait non, que- non. Ça fait 45 minutes que les gens pensent que t'es breton. Bah ouais, comme pas de nous. bol. Bah écoute, déception. non, j'ai que le nom est dans le sang, mais c'est tout quoi. Mais en vrai, non, je suis pas voileux ni rien en plus, donc écoute, Footeux. fouteux, c'est-à-dire T'aimes le foot? Le foot, pardon. moyen. je Non, je pense vous l'ai pas. dit, je suis Non plus. Bernard Tapie, pas trop. Ah. Mais en revanche, Ah oui, non, quitter c'était Paris, pour te pourquoi? proposer des choses. Bon. Quitter Paris, bah pas tellement, non, parce qu'en fait, comme il faut que je puisse voyager d'une manière ou d'une autre. Tu vois, me dire que t'as fait, je sais pas, 8, 10, 15 heures d'avion, est-ce que si tu vas loin, et qu'après tu dois te reprendre un train ou machin, no way. Donc non, Paris. Et si je pars, c'est pour aller très loin. Ok. Voilà. Mexique. Allez, on y va. Pourquoi pas. Et enfin, la dernière question, Sébastien. Qu'est-ce qui t'empêche de dormir la nuit? Ça m'arrive pas souvent, mais quand ça m'arrive, bah c'est un souci, tu vois, ou avec le boulot, quand je vais me prendre la tête avec quelqu'un, et tu te dis, ah putain, là il y a un gros clash, ou il y a un truc, il faut prendre une décision, et effectivement, pendant quelques nuits, à 3h du matin, ça va me réveiller, quoi. Mais bon, Boulot. c'est assez classique, hein, Ouais, j'enfonce une c'est porte bon. ouverte, là. Ouais. Et ben c'est parfait. On y est bon. On C'est- s'arrête. On est à près de 50 minutes, pas encore. Mais par contre, est-ce que tu peux nous faire, c'est toi qui peux clôturer avec Tu veux que je te dise quoi? Non, mais tu clôtures avec, pour nous apprendre un peu comment on clôture avec un vrai journaliste là. Moi, j'ai envie d'apprendre. Faut une chute et tout. Et genre, tu vois. ouais. Comment tu clôtures? Que là, une interview comme ça, quand tu dis au revoir, tu mets l'intonation. Bon. C'était belle et... Entrepreneur, tu nous écoutes. Bah, je suis chez Daphne, donc je vais faire la promo de Daphne. On cherche toujours des bonnes idées. On seed, on précide, voilà. On gère X centaines de millions d'euros. On commence déjà à avoir une bonne assise. 400 millions. 400 millions, merci pour la précision. Et on t'attend, on ne te connaît pas encore. Toi, tu as peut-être déjà entendu parler de nous, donc nous envoie pas un mail, c'est pas la peine, mais trouve-nous d'une manière ou d'une autre, sois original et vends-nous ton truc. On veut en être d'une manière ou d'une autre. Et on pense que t'es le prochain Alan, t'es le prochain VP, Criteo, etc. Et on veut te rencontrer. Et si t'as cette trempe-là, si toi, ta team déchire tout, eh ben voilà, top là. On sera à tes côtés pour plusieurs années, parce qu'on n'est pas là pour faire un exit et te foutre la pression sur 24 mois. Donc tu nous écris, tu nous appelles, enfin tu te démerdes, tu trouves n'importe quel canal. Merci jeune entrepreneur, à très bientôt. Et entrepreneur hein, on est inclusif évidemment. Exactement. On manque Tu vois, de femmes, il on manque dit toujours aussi de femmes. entrepreneur Moi, je avec dis un- entrepreneuse. Oui. Ouais. Ça va pas? Bon. Mais du coup, comment tu dis au revoir? Je me rappelle Aussi. d'un clip de Michael Mais là, mais Youn, tu sais, tu- il mettait tout au toi, féminin et c'était horrible, tu sais, tu te rappelles ou pas? Un masseur, Youn. c'est un kiné, une masseuse, bon, ok. Et tout ce qui était en euse, ça allait pas, quoi. Voilà. Un camionneur, une camionneuse. Mon Claude, Non mais dis-lui la, au la- revoir. la clôture, c'est qu'il faut suivre l'activité de Sébastien, qui va lancer un projet qui ne pourra être que hyper ambitieux, et on est tous hyper curieux de savoir quelle est la suite Eh ben, je vous tiens te au courant. concernant. Et dans les comme on a prochains cru mois. comprendre, c'était plus ou moins, ça restait dans l'écosystème, pas très C'est la éloigné French de Tech. ce qu'on va faire, de ce qu'on Ouais, fait. c'est la French Tech. Et ben, on sera ravis d'en savoir plus dès que Ouais. tu pourras en dire davantage. Ça J'en marche. parlais. Merci beaucoup. Et merci Sébastien. Et fini. Comment tu dis au revoir sur ton plateau là? Tu sais? Bah, tu dis jamais au C'était- revoir parce qu'en fait, Mais tu si, tu- fermes pas le rideau. Donc, tu fais en sorte que les gens restent. Tu dis Donc, qu'en fait, il y a la pub, mais nous, il Vous n'y a pas restez de avec pub. nous. Bah voilà, vous restez avec nous. Ok, ça vous fait chier la réclame, mais vous allez en bouffer 2-3 minutes parce qu'il faut bien qu'on vive. Nous, on n'est pas à Radio France en vous piquant 200 € par mois sur votre feuille d'impôt. Donc, restez avec nous. Il est 58. Et donc, dans 2 minutes, il y a une super journaliste qui arrive. Charmante. En plus, c'est la clôture. Moi, c'était souvent 22h. La clôture à Wall Street. Donc, Sabrina sera en direct de New York. Et il y a Lyft, enfin, je sais pas quoi, Uber qui a dégueulé, mais Apple qui a franchi un nouveau plus haut historique. Microsoft, ça y est, qui a plus de 2000 milliards. C'est un truc de ouf. Vous Et oui, restez tu- là. C'est juste après ça. Merci. Ah ouais, tu vois, c'est ça là. Tu vois, le ton, tu vois, la voix qui se baisse. Faut s'arrêter un peu. Faut C'est pas juste finir en après. l'air, mais pas non plus. Ah, il y a le décor qui se décroche. Il est vraiment temps qu'on raccroche. Je parlais de chute, Vous auriez voulu la faire, celle-là, ça va pas marcher. Et ça, tu coupes pas, hein. Tu coupes pas. Aurélie. Pas, surtout pas. On a perdu notre décor de la vidéo. Merci beaucoup Sébastien, merci Pelle. À bientôt. très Merci vite. Aurélie, merci Sébastien. Ciao, ciao.